Reims Bleu Marine, est fier de recevoir Marine Le Pen dans la ville des Sacres, ville où Jeanne d'Arc fit sacrer Charles VII, roi de France, en 1429. Jeanne d'Arc, c'est tout un symbole pour notre parti, le Front National. Symbole de résistance à l'oppression, symbole de défense de notre civilisation, symbole de défense de notre souveraineté, symbole de défense du peuple français. La bataille de France est commencée. Partout, dans les campagnes, les bourgs, les villes, il y a une mobilisation. À Reims, la liste Roger Paris, Reims Bleu Marine, soutenue par le RPM et le Front National, est en ordre de bataille. Nous sommes sur les marchés, nous allons dans les immeubles, nous avons organisé un sondage qui a d'ailleurs été un succès. Nous organisons des réunions publiques, nous partageons et nous participons à des débats, à de nombreuses rencontres avec les journalistes, et même si les comptes rendus ne sont pas à la hauteur de nos espérances, nous avançons sûrement. Notre liste est bouclée depuis 3 semaines. Elle sera présentée le mardi 25 février, semaine prochaine, lors de notre réunion publique, salle Poulain, 6 rue de la Neuvillette, à 19 h, sous la présidence de Nicolas B., le directeur de campagne nationale des communes de plus de 1000 habitants. Lors de cette réunion, toutes nos propositions seront énoncées. Un sondage a eu lieu, où l'on nous donnait 13% au premier tour. Sondage effectué sur 550 sondés. Un peu faible, le panel. On a voulu nous minorer. D'ailleurs, dernièrement, BFM nous portait à 19%. Nous dépasserons les 20%, c'est sûr. Si la bataille de France et de Reims en particulier est commencée, c'est pour libérer Reims et les Français et les entreprises de la pression fiscale, du matraquage fiscal, de l'insécurité croissante et si douloureuse et traumatisante pour les victimes, des gaspillages et des dépenses publiques coûteuses, de cette gouvernance UMPS catastrophique depuis plus de 30 ans, des politiques laxistes, de l'urbanisme sans espace vert et sans stationnement à Reims, du manque réel de démocratie, d'une politique de l'emploi et d'un développement économique sans réelle volonté. L'entreprise est massacrée, chargée, tuée, alors que c'est elle qui crée la richesse et qui crée les emplois. La France est en déclin profondément. La France ne se redressera pas en matière économique et sociale, tant qu'il n'y aura pas de véritable changement. Le vrai changement, c'est Marine qui l'apportera. Marine, nous adhérons à vos discours, à vos propositions pour le peuple français, pour la France. Marine, vous êtes notre seul espoir, notre espérance. La France vous attend. De nombreux Français vous rejoignent tous les jours, nous le savons. Merci. Bien, mes chers amis, bonsoir. Je suis tellement heureuse d'être là avec vous ce soir. Ah, mes amis, vous savez, j'ai cette chance, je ne sais pas d'ailleurs, d'aller de plateau en plateau, débattre de nos idées. Enfin, débattre est un bien grand mot, parce que quand ils ont épuisé la longue liste des injures et des anathèmes, on s'aperçoit qu'ils n'ont plus rien en réalité à dire. Et je suis toujours frappée par l'absence de modestie de la classe politique française UMPS. Voilà quand même des types qui ont réussi à faire de notre pays, qui était un des plus puissants du monde, un pays en voie de sous-développement, qui ont créé un déficit abyssal, qui ont fait ensemble, il faut bien le dire, pour le coup, là, les responsabilités sont partagées, 2000 milliards
de dette, qui ont réussi à mettre au chômage officiellement 5 millions, en réalité près de 7 millions de Français, qui n'ont pas d'emploi, oh, quelques-uns ont quelques heures comme ça, de ci, de là, dont ils devraient d'ailleurs demander merci à la classe politique, hein, vivent dans la précarité, mais 7 millions de Français qui ne travaillent pas dans notre pays alors qu'ils le veulent. Ils ont réussi l'année dernière à ce que, sur toutes les embauches qui ont été faites, on n'a pas eu des milliers et des cents, hein, il y ait 80% de CDD, mesdames et messieurs. 80% de CDD. C'est-à-dire 80% de gens qui ont eu un contrat qui leur permet de vivre comme l'oiseau sur la branche, sans pouvoir faire un emprunt à la banque, sans même envisager de pouvoir se constituer un patrimoine ou se mettre un toit sur la tête, sans même avoir la possibilité de louer un appartement, parce que je ne connais pas beaucoup de propriétaires qui accepteront de louer un appartement à quelqu'un qui arrive avec un contrat à durée déterminée. Ils ont fait entrer, comme chaque année depuis maintenant, des années et des années. C'était la même chose d'ailleurs sous Nicolas Sarkozy, car arrêtons maintenant de parler de gauche et de droite, je crois que les Français sont lucides là-dessus, ils sont plus de 80% à penser qu'il n'y a aucune différence entre les deux, nous faisons partie, en l'occurrence, de ces 80% de lucides. 200 000 étrangers légaux par an, 200 000 étrangers légaux. Probablement d'ailleurs autant d'illégaux, puisqu'on n'a même pas envisagé de les compter. Il n'y a même pas d'instrument de mesure quelconque, hein, donc on ne sait pas trop combien ils sont. Ce que nous voyons quand même, ce sont des classes d'écoles qui sont absolument saturées en permanence, alors qu'on nous explique qu'on est juste à la limite en matière de natalité. Il ne devrait pas y avoir plus d'enfants d'une année sur l'autre, mais là non plus, ils ne peuvent pas compter. Ce que nous voyons, ce sont les hôpitaux complètement saturés, surchargés. Ce que nous voyons, c'est les services publics, le logement social, saturé au-delà de tout. Je crois qu'il y a 1,5 million de Français qui attendent un logement social, dont certains attendent depuis 5 ans ou 10 ans. Et pourtant, plus on en construit, et moins on y a accès. C'est donc, a priori, d'autres y ont accès à la place de nos compatriotes. 900 000 pauvres supplémentaires en 3 ans. Voilà, beau bilan, hein. Là, j'avoue, chapeau. Hein. Et ils donnent des cours. Ce que j'ai dit à M. Moscovici, des cours de chômage, des cours de dette. Ah, ils peuvent donner des cours, ils sont des experts, ça c'est sûr. Pas vraiment de ceux de là où on les attend, hein, des experts, mais ils sont des experts. Et ceux-là gouvernent depuis maintenant 30 ans, non seulement sans mollir, mais de surcroît en méprisant ceux qui ont l'outrecuidance de leur dire « Mais est-ce que vous êtes sûr que vos résultats sont à la mesure de la morgue dont vous faites preuve à notre égard ?» Évidemment que non. Alors, c'est de leur faute? Oui, évidemment c'est de leur faute. C'est aussi un peu de la faute de ceux qui continuent à voter pour eux. Et je crois sincèrement que nous sommes à un tournant en ce domaine. Je pense que la série d'élections qui arrivent, très différentes l'une de l'autre, mais très complémentaires, on en reparlera, des municipales et des européennes, peuvent à un moment donné permettre aux Français de dire « Bon, bah, écoutez, maintenant ça suffit. Quoi. On a été trahis, on nous a trompés, on s'est trompé, ça peut arriver aussi. Mais on a une chance, là. On les a vus à l'œuvre assez rapidement, l'un après l'autre. Hein. On a eu 10 ans de Sarkozy. Bah oui, quand même, hein, quelque part 10 ans de Sarkozy. Il a été ministre de l'Intérieur pendant 5 ans et président pendant 5 ans. Et là, 2 ans de Hollande. Allez, prenons les 4 dernières années, parce que comme ça, c'est pas très long, on n'a pas besoin de faire marcher notre mémoire. Bah, sur les 4 dernières années, moi, je ne sais pas si vous avez vu une différence, moi, j'en ai pas beaucoup vu. Je n'en ai pas vu, en tout cas, en matière économique. Ce sont les mêmes grandes orientations qui sont à l'œuvre. Je n'en ai pas vu sur le plan de l'Europe. Je n'en ai pas vu sur le plan de l'effondrement des services sociaux, de la désertification de notre pays. Je n'en ai pas vu dans la politique d'austérité qui continue. Alors évidemment, elle prend de plus en plus sa vitesse de croisière. Hein. Le vent de Bruxelles souffle dans les voiles de l'austérité qui va évidemment de plus en plus vite. Je n'en ai pas vu en matière d'immigration. Je n'en ai pas vu en matière de justice. Ah bah oui, il y a une aggravation de la situation. Par exemple, en matière de justice, Madame Dati a dit « Tous ceux qui sont condamnés à moins de 2 ans de prison peuvent sortir. » Bon.
Et Mme Taubira dit tous ceux qui sont condamnés à moins de 5 ans de prison peuvent sortir. Bah oui, puisqu'on adapte le nombre de condamnés au nombre de places de prison, au lieu d'adapter le nombre de places de prison au nombre de condamnés, ce qui est beaucoup plus efficace pour lutter contre l'insécurité. Mais c'est la même politique, c'est la même rhétorique, c'est la même analyse folle qui est faite de la manière dont il faut apporter une réponse pénale à l'insécurité que nous vivons. Partout, en tout domaine, ça a été la même politique. L'école, vous avez vu une différence? L'école sous Nicolas Sarkozy et l'école sous François Hollande, bah, ça a été la même chose. On a tranché à la hache dans l'histoire de France, ils ont quasiment tout fait disparaître. Je me demande ce qui reste d'ailleurs, il faudrait que j'aille regarder dans le livre de mes filles, parce que quand on a enlevé Henri IV, Louis XIV, Napoléon Bonaparte, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir qui peut rester dans l'histoire de France. Bon, mais ça a commencé sous Nicolas Sarkozy. Quand aujourd'hui l'UMP fait mine de venir nous dire « Ah, c'est affreux, il y a des militants LGBT qui vont dans les écoles pour apprendre à nos enfants. » Mais ça a commencé sous Nicolas Sarkozy, ça. Ça a commencé à cette époque-là déjà. Donc qu'ils arrêtent de nous faire croire que brutalement, maintenant qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils ont retrouvé la voie de la raison. Cette raison qu'ils n'avaient pas quand ils avaient la possibilité d'agir. On l'a dit 100 fois, mais redisons-le une fois de plus. Pourquoi ferait-il demain ce qu'ils n'ont ni su, ni pu, ni voulu faire hier? C'est peut-être pour ça d'ailleurs que depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande, l'UMP n'a pas pris un point dans les sondages. Pas un. Parce que le sorte de métronome, vous savez, ces vases qui se transvasent de l'un dans l'autre, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, cette bipolarisation de la vie politique, je crois, est terminée. C'est heureux. C'est heureux parce que moi, je n'en pouvais plus de voir le PS faire n'importe quoi, donc l'UMP être élu, puis l'UMP faire n'importe quoi, donc le PS être élu, pour s'apercevoir que dans ce théâtre d'ombre, les grandes orientations politiques étaient encore une fois strictement les mêmes. Alors, on en a encore une démonstration, là, avec le pacte, il y a des pactes tous les jours. Tous les jours. Alors là, il y avait le pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité, c'est l'application du programme de Sarkozy. D'ailleurs, ils l'ont dit eux-mêmes. Ils étaient très contents. Ils ont dit Sarkozy l'a rêvé, le PS le fait. Ils sont bons, hein, ils se font la pub, mais eux-mêmes, ils se font la pub. Barouin, il a dit Hollande fait la même chose que Sarkozy, mais avec moins de talent. Alors écoutez, moi je ne veux pas être plus royaliste que le roi. En l'occurrence, si eux-mêmes admettent qu'ils participent d'un parti unique, eh bien, ils donnent une fois de plus raison au Front National qui fait cette analyse depuis bien longtemps sur l'UMPS. Alors, ils ont donné le sentiment d'avoir découvert la solution qui allait sortir les entreprises françaises de la difficulté. Ils vont baisser les allocations familiales de 50 milliards. Pas même pas, de 35, parce qu'en fait, ils vont récupérer le crédit impôt compétitivité. Tiens, je te reprends d'une main ce que je te donne de l'autre. La réalité, c'est que tout ça, ça ne marchera pas, mes chers amis. Ça ne marchera pas pour plusieurs raisons. D'abord, ça ne marchera pas parce que tous autant que vous êtes, vous avez vu votre pouvoir d'achat s'effondrer depuis 10 ans. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que vos salaires n'augmentent plus. Deuxièmement, parce que l'euro a augmenté les prix des biens à la consommation de manière spectaculaire. Ce qui vous a d'ailleurs été caché. Hein. On vous a dit, mais non, pas du tout. Pas du tout. Les prix n'ont pas augmenté. Oui, c'est vrai, facialement, ça n'a pas augmenté. La baguette à 1 franc est à 1 euro. C'est vrai, ça n'a pas énormément augmenté, juste de 6 fois et demi, quand même. Hein. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont comme ça. Mais l'INSEE n'a rien vu. Hein. L'INSEE qui a, semble-t-il, des problèmes de calcul. Et les entreprises se retrouvent confrontées à une situation de concurrence déloyale. Concurrence déloyale d'abord à cause de notre monnaie, parce que notre monnaie est beaucoup trop chère. Donc, si vous voulez, si la monnaie est trop chère de 20%, bah, les produits qu'on fabrique sont trop chers de 20% par rapport à la concurrence. C'est aussi simple que ça. Si ça, c'est fabriqué 1 euro en France et que 1 euro vaut 1,30 $, donc c'est fabriqué 1,30 $ en France, et qu'en zone dollar, c'est fabriqué 1 $, bah, par définition, ce qui est fabriqué en zone dollar est beaucoup plus compétitif que ce qui est fabriqué dans la zone euro. C'est bien ça, d'ailleurs, qui plombe nos entreprises.
Et il ne cesse d'essayer de contourner cette difficulté. Comment allons-nous contourner la perte de compétitivité due à notre monnaie? Alors ils cherchent, ils tournent, ils virent, ils promettent, on va faire une baisse. Bon. Alors cette fameuse baisse-là de ce pacte de responsabilité, ça va permettre une augmentation de 3% de la compétitivité. C'est quand même pas beaucoup, 3%. Quand on sait qu'on a 20% de perte de compétitivité à cause de notre monnaie. Et puis de surcroît, ce que personne ne dit, ce que j'ai essayé de dire sur tous les plateaux où je suis allé, c'est que ça ne va bénéficier qu'à quelques entreprises du CAC 40. Car ce que ne veulent pas voir nos dirigeants, à croire qu'ils ne connaissent pas le pays qu'ils dirigent, c'est qu'en France, 97% des entreprises sont des entreprises de 9 salariés et moins. 97% des entreprises. Or, j'ai fait le calcul moi-même face à M. Moscovici. Une baisse des allocations familiales telles qu'ils le promettent, eh bien ça fait gagner à une entreprise de 9 salariés 10 000 € par an. Est-ce que vous croyez qu'en gagnant 10 000 € par an, l'entreprise va embaucher quelqu'un qui lui en coûte 20? Mais c'est tout, c'est aussi simple que ça. Au SMIC, 20 000 € par an. Par conséquent, on voit bien la folie de cette proposition. Et on voit bien qu'elle n'est, comme d'habitude, qu'à destination des gros. Ces gouvernements successifs aident toujours ceux qui n'en ont pas besoin. Alors que l'objectif d'un politique, c'est d'aider ceux qui en ont besoin. Et ceux qui en ont besoin, ce ne sont pas les grosses fortunes. Ils n'ont pas besoin du gouvernement. Ce ne sont pas les grandes entreprises multinationales. Elles n'ont pas besoin du gouvernement. Ce sont les classes populaires, ce sont les classes moyennes, ce sont les PME, PMI, ce sont les très petites entreprises, ce sont les commerçants, ce sont les artisans. Mais d'eux, alors qu'ils sont une immense majorité, on ne s'occupe pas. Ça ne les intéresse pas. Ce matin, dans le cadre de je ne sais plus quoi d'ailleurs, comment ça s'appelait, au commissariat, colloque, bon, parce qu'on invente des mots tous les jours, d'attractivité. Alors on a encore changé de mot. Mais qui était reçu par nos gouvernants? Les TPE? Les PME? L'Union des petits artisans? Non, non. 34 grandes multinationales. Oh, on déroule le tapis rouge. Hein. 34 grandes multinationales qui représentent quoi? 100 000 emplois. 100 000 emplois. C'est-à-dire très peu, mesdames et messieurs. Très peu. 100 000 emplois pour 34 grandes multinationales. Et c'est pour elles qu'on a fait cette loi, dictée d'ailleurs par le MEDEF. M. Gattaz s'en est félicité, entre deux pas de tango, j'avance, je recule. Il faudrait qu'il danse avec Sarko, parce que lui aussi il avance, il recule, on ne sait plus trop où il est. Donc, vous voyez bien que tout cela ne sert strictement à rien, en tout cas n'apporte aucun avantage aux TPE. En revanche, dans le même temps, ce que personne n'a dit, et ce qu'on va se dire entre nous, c'est qu'ils ont requalifié les apprentis en salariés. Ça veut dire que toutes les entreprises qui étaient, les TPE qui avaient 9 salariés, se retrouvent avec la requalification de leurs apprentis à passer au-dessus de 10 salariés, c'est-à-dire à subir des seuils qui sont de seuils de déclenchement de nouveaux impôts. On les condamne donc parce qu'ils ont pris des apprentis, alors même que l'on sait l'importance de l'apprentissage. Dans le même temps, ils ont supprimé le crédit impôt apprentissage. Ah, ça, ils s'en sont pas vantés, ça. Jetant encore un peu plus nos petites entreprises dans de très graves difficultés. Dans le même temps, ils ont mis en place cette fameuse mutuelle obligatoire qui va juste entraîner 240 € par an de plus à payer pour les salariés, sans que ça ait fait l'objet quelques articles de ci, de là, mais rien de plus. Une ponction telle que celle-là sur les salaires, c'est évidemment tout à fait considérable. Il ne faut pas s'étonner qu'en 2013, on ait encore touché le record de fermeture, par exemple, des sites industriels. 266 fermetures pour 166 ouvertures. Il ne faut pas s'étonner que l'année dernière, il y a eu 77% de baisse des investissements étrangers dans notre pays. Je veux dire, s'ils mettaient dans un ordinateur comment tuer l'économie d'un pays, eh bien l'ordinateur leur cracherait très probablement exactement la feuille de route qu'ils sont en train de mettre en œuvre. L'austérité, l'austérité, l'austérité. L'austérité qui frappe tous les jours, parce que les 50 milliards, là, on ne sait toujours pas où est-ce qu'ils vont les trouver. Ils vont les trouver où, d'après vous? Ils ne savent pas créer de l'emploi. Ils ne peuvent pas créer de la croissance.
Donc ils vont les trouver chez les contribuables, ou chez les consommateurs, qui sont les mêmes d'ailleurs au passage. Ils ont déjà augmenté la TVA. Zut, ils ne vont pas pouvoir utiliser ça, en tout cas pas tout de suite. Encore une augmentation de la TVA, même si l'UMP voulait augmenter la TVA à 24%, eux. Hein. Ils voyaient encore plus haut que ne l'a fait le gouvernement socialiste. Alors, une augmentation de la CSG, ça tous les salariés vont payer, puis les retraités aussi, hein, parce que les retraités pensaient qu'ils seraient épargnés par l'austérité, mais c'était sûr qu'à un moment donné, ils allaient bien être rattrapés par celle-ci, malgré les promesses des dirigeants. Ou alors la non-déductibilité de la CSG, qui va elle aussi entraîner des impôts supplémentaires, et probablement d'ailleurs des passages de seuil qui vont être catastrophiques pour les Français. Après, les familles, sur lesquelles on a déjà tapé, à bras raccourcis, hein, les familles ont été les premières en ligne de mire. Eh bien, on s'attache comme ça à ce que chacun se voit serrer la corde autour du cou. Ah, puis on avait oublié les petits fonctionnaires. Tiens, si on leur gelait l'avancement à ces petits fonctionnaires, hein, comme ça on va bien leur écraser eux aussi. Oh, pas les grands, hein, je vous rassure, ben non, les grands, ils ont des lignes directes avec le pouvoir. Mais les petits, on va leur écraser comme ça aussi un peu le pouvoir d'achat. Mais tout ça, c'est un cercle vicieux, mes chers amis. Je l'ai expliqué 100 fois. On met en place l'austérité, on tue le pouvoir d'achat, ben on consomme moins. On consomme moins, il y a moins de rentrées fiscales, il y a moins de rentrées fiscales, il y a une augmentation des déficits, donc de la dette, donc une augmentation de l'austérité, donc une augmentation, donc une baisse du pouvoir d'achat, etc., etc. Mais on connaît tout ça, on l'a vu là, en Italie, en Grèce, au Portugal. Ils vous disent la Grèce va mieux. Ah, ça, elle va très bien. 28% de chômage, 60% de chômage des jeunes, et une dette qui a tellement augmenté, malgré toutes ces politiques, qu'on envisage un 3e plan d'aide à la Grèce. Oh, pas tout de suite. Non, non, tout ça c'est pour après les européennes. Mme Merkel a dit, bon, le 3e plan, il ne faut pas en parler avant les européennes. Le gel de l'avancement des salaires de fonctionnaires, il ne faut pas en parler avant les européennes. La CSG, on ne va pas en parler avant les européennes. Je serais vous, d'ici les européennes, je prendrais l'imperméable et puis le casque de moto, là. Hein. C'est très à la mode, d'ailleurs. Parce que ça va tomber de rue. Après les européennes, ça va tomber de rue. Alors, j'essaye de me tourner vers d'autres domaines. Je veux dire, dans quel domaine l'homme qui murmurait à l'oreille des pigeons a-t-il apporté un mieux? Pas zéro. Ça va plus mal partout. L'école va plus mal, la justice va plus mal, l'insécurité va plus mal, les Roms continuent à entrer sur le territoire à tour de bras, mais pourquoi ils ne le feraient pas d'ailleurs? C'est même pas à eux qu'on peut en vouloir. On a presque envie de dire, mais qui ne le ferait pas? Les voilà, ils arrivent, ils montent une favela, et puis à ce moment-là, immédiatement, les autorités arrivent à genoux en disant, mais comment allons-nous vous loger d'urgence devant tous les autres qui attendent et qui sont priés non seulement de la fermer, mais surtout de faire de la place. Ils sont priés de le faire parce que sinon, il y a un rapport. Par exemple, dans le rapport sur l'intégration. Enfin, c'est plus l'intégration, maintenant c'est l'inclusion. Moi, je croyais qu'on incluait des fleurs, vous voyez, l'inclusion de fleurs, mais non, il n'y a pas que ça. Ça s'appelle l'inclusion maintenant. Et tout ce rapport consiste à expliquer que vous êtes méchant. Parce que vous n'acceptez pas avec le sourire de payer des impôts pour des gens qui arrivent de manière clandestine sur notre territoire, parce que vous n'acceptez pas d'attendre et de passer derrière eux dans l'accès au logement social, parce que vous n'acceptez pas de leur céder la place au boulot, parce que voilà. Donc vous êtes désagréable et on vous somme de bien vouloir prendre tout ça avec le sourire. Et d'ailleurs, vous prendrez aussi avec le sourire la discrimination positive qui n'est jamais évoquée telle qu'elle dans le rapport, mais qui infuse à chaque page. Hein. À chaque page du rapport, il y a de la discrimination positive. Le recrutement hors contrat, alors vous, vos enfants, hors concours, pardon, vous, vos enfants, c'est concours. Pour d'autres, ce sera hors concours, en fonction d'autres considérations. Des considérations, je sais pas, culturelles, ethniques, religieuses, tout ça est profondément anti-républicain, profondément contraire aux valeurs qui sont les nôtres, qui sont fondées sur le mérite, mais c'est pas grave. Dans le rapport, on voit qu'on va demander beaucoup d'efforts aux Français pour payer, pour les anciens, les migrants seniors,
des allers-retours dans leur pays d'origine. C'est-à-dire, vous avez payé les vacances, quoi. Ah oui, non, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Parler vrai, c'est dire qu'on vous demande de payer les vacances pour les anciens migrants pour qu'ils puissent aller de temps en temps, rentrer, passer quelques séjours dans leur pays d'origine. Et tout ça, mes chers amis, tout ça, à un moment donné, mis bout à bout, on se dit que, oui, combien de temps on va attendre avant que le peuple français ait cette réaction salutaire qui consiste très tranquillement, très sereinement, à utiliser l'arme de ce petit bout de papier qui s'appelle le bulletin de vote pour dire à l'UMP et au PS qui ont mis le pays dans cette situation, qui ont fait de vos vies un parcours bien souvent aussi difficile, qui ont bouché l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants dehors. L'UMP et le PS, vous êtes responsables de cette situation. Nous ne vous faisons plus confiance. Nous n'attendons plus rien de vous. Et nous allons choisir un mouvement politique qui n'a jamais menti, qui n'a jamais trahi, qui a toujours, en toutes circonstances, même quand c'était difficile, même quand il était seul à le faire, dit la vérité aux Français, pour leur permettre de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause, apporter des solutions qui sont certes radicalement différentes de celles de l'UMP et du PS, mais encore une fois, les seuls qui sont capables de sortir notre pays de l'ornière. Regardons autour de nous, nous ne sommes pas complètement centrés sur nous-mêmes, contrairement à ce dont ils nous accusent. C'est eux qui sont centrés sur eux-mêmes. Regardez la réaction qu'ils ont eue à l'annonce du référendum suisse. Très intéressant comme réaction. Voilà un peuple qui a gardé l'habitude de la démocratie. Car nous, permettez-moi de vous dire que nous l'avons perdu, l'habitude de la démocratie. Nous nous sommes soumis à des injustices absolument totales qui fait qu'encore aujourd'hui, nous avons 2 députés sur 577. Et encore, on les supporte, n'est-ce pas, au sein de l'Assemblée. Alors que nous représentons, quoi, 20, peut-être 23, 24, 25 peut-être, % des Français. 2 députés sur 577, 0 municipalité, 1 conseiller général, et encore, depuis pas très longtemps. Voilà. Pas un sénateur. Voilà les sous-citoyens que nous sommes. Et nous avons fini presque par prendre, mon Dieu, perdre de vue peut-être ce qu'est une démocratie. Alors il est heureux que la Suisse nous rappelle de temps en temps ce que c'est qu'une démocratie. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Le peuple seul et unique souverain. Le seul et unique souverain. Et ce peuple suisse, qu'est-ce qu'il est venu dire? Il est venu dire, écoutez, ça fait 12 ans, là, que l'Union européenne nous a imposé l'immigration de masse. Alors on a vu, on était d'accord, hein, tous, on avait voté pour, et puis au bout de 12 ans, on se rend compte que c'est pas possible. Qu'il faut arrêter l'immigration de masse. Qu'il faut que nous retrouvions la maîtrise de nos frontières. Qu'il faut que nous soyons capables de décider qui entre chez nous, qui y travaille, et mettre fin à un processus qui est un processus qui nuit aux Suisses. On dit les Suisses, qui, les mêmes arguments que ceux que nous développons, permettez-moi, qui saturent les hôpitaux, qui saturent les transports, qui saturent éventuellement le social, qui pèsent à la baisse sur les salaires, argument qui est utilisé très souvent par le Front National depuis bien longtemps. Et puis ils ont dit mieux que ça encore. Ils ont dit, puis comme on est Suisse en Suisse, eh bien, nous allons voter pour la priorité nationale, qui n'est pas, contrairement à ce que racontent les politologues à poil long, qui sont sur tous les plateaux, les sociologues et autres experts, etc., qui n'est pas une préférence ni raciale, ni religieuse, ni de différence entre les Français de souche et les Français d'origine immigrée. Tout ça, ce sont des inventions, ce sont des caricatures qui sont là pour nous décrédibiliser. Non, qui est juste la force inéluctable du bon sens. Quand on a 7 millions de chômeurs,
officieusement, allez, 5 millions officiellement, eh bien, à compétence égale, le français en France doit pouvoir avoir une priorité d'accès au travail et au logement social par rapport à l'étranger, c'est-à-dire à celui qui a une autre nationalité, et donc un autre pays où il peut éventuellement aller chercher du travail ou un logement. Voilà. Eh bien, les Suisses, ils l'ont décidé. Et en cela, ils nous ont montré aussi la voie de la raison, la voie de la défense d'un peuple par lui-même. C'est très éclairant. Et puis ce qui est très éclairant aussi, c'est la réaction de l'Union européenne et la réaction de nos élites françaises. Mépris, accusations, injures. L'Union européenne a menacé, a fait du chantage, a traité la Suisse par la voie d'un certain nombre de commissaires comme des moins que rien. Alors qui décide? Le peuple ou les technocrates de Bruxelles? Voilà la vraie question qui se pose juste avant aussi ces élections européennes. Qui décide des frontières? Le peuple ou les technocrates de Bruxelles? Qui décide de la monnaie? Le peuple ou les technocrates de Bruxelles? Qui décide de la politique économique? Qui décide des lois? Des lois que nous voulons nous voir appliquer dans notre pays? Le peuple ou les technocrates de Bruxelles? Ben pour l'instant, ce sont les technocrates de Bruxelles. Voyez-vous? Parce que 80% des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale ne sont que la transcription de directives européennes. Ça arrive au bureau de l'Assemblée et tap, voilà, c'est voté par nos députés sans mollir, car d'ailleurs, si nous ne les votons pas, nous nous faisons condamner à des amendes voilà, par les technocrates de Bruxelles, à qui on donne déjà beaucoup d'argent, puisqu'on leur donne 20 milliards d'euros par an, dont 7 milliards qui se conservent par devers eux. Quand même. Bon. C'est ça les vraies grandes questions qui vont se poser au travers de ces municipales et de ces européennes. Pourquoi des municipales? Parce que Pascal a eu parfaitement de raison de vous dire qu'il n'y a aucune différence entre la politique municipale et la politique nationale. On voit bien qu'ils essayent de couper les fils entre les deux. Hein. S'ils pouvaient faire oublier qu'ils sont PS ou UMP là, pendant encore 5 semaines, qu'est-ce qu'ils seraient contents? D'ailleurs, ils planquent un peu les logos, on n'en parle pas trop. Puis on n'a pas tellement envie de se souvenir que les mêmes qui défendent l'immigration au niveau national quand ils sont à Paris, quand ils sont dans leur ville, non, ils sont contre l'immigration. Hein. Oula, c'est trop. Les mêmes qui sont pour qu'on augmente les impôts quand ils sont à Paris, dans la commune, ils disent « Oh là, c'est honteux ce gouvernement qui augmente les impôts !» Alors qu'ils sont du même parti, alors qu'ils défendent le même programme. Mais vous n'êtes pas dupes, vous, quand même, de cette situation. C'est pour ça que vous êtes là. Et d'autres millions de Français ne vont pas être dupes de cette situation. Ils vont bien se rendre compte que les communes ne sont pas des îles entourées d'eau et protégées de tous les maux qui touchent la nation. Qu'il est évident que quand on ouvre les frontières à la Roumanie, à la Bulgarie, et qu'on voit arriver les Roms, qui les gèrent, les Roms? L'Union européenne? Ben non, ce sont les communes qui les gèrent. Ce sont les communes qui sont amenées, avec les impôts communaux, à subvenir aux besoins, à apporter les infrastructures, à scolariser les enfants dans les maternelles, à faire fonctionner le CCAS, les cantines, etc. Qui paye? C'est l'Union européenne qui paye ça? Ben non, ce sont les communes qui payent. Il est évident que lorsqu'il y a une augmentation du chômage qui fait que de plus en plus de Français ne peuvent plus payer les impôts à la commune, eh bien il y a moins d'impôts qui rentrent dans les caisses de la commune. Et donc il y a moins de services rendus au public, nonobstant le fait que les services publics s'effondrent les uns après les autres, qu'on assiste à une véritable désertification des campagnes, qui ne va pas s'arrêter, mes chers messieurs, ce qu'ils sont en train de faire, les métropoles. Ah, ça, ils aiment. Empiler les trucs, là. Alors, communauté d'agglo, communauté de communes, grande métropole, conseil général, conseil régional, et on s'écroule. On est complètement écrasé par autant de strates qui, si elles faisaient des choses différentes, ça pourrait se justifier, mais qui en réalité font exactement la même chose, et les unes et les autres, multipliant par 2, 3, 4, 5, le nombre de fonctionnaires territoriaux, hein, les compétences croisées, et donc le nombre d'impôts que nous payons à chacune de ces strates administratives. Il y a donc une relation évidemment directe entre la politique nationale qui est menée
et la politique que vous attendez de la part de vos maires, ou de vos conseillers municipaux d'opposition d'ailleurs, car il n'y a pas que quand on est maire qu'on peut agir. Croyez-moi, moi qui ai été conseiller municipal d'opposition à Hénin-Beaumont, je peux vous dire qu'à Hénin-Beaumont, on a fait le boulot, et qu'on était là derrière chaque décision prise, qu'on a informé les habitants de tout ce qui était en train de se passer dans la municipalité, qu'on a porté la voix de leurs préoccupations au moment où les autres, comme dans toutes les communes de France, on fait des fêtes, on dépense de l'argent dans la com, on finance les copains, parce qu'il y a des associations qui se montent comme ça, il y a un président, un trésorier, et c'est tout. Il n'y a pas d'adhérents. Mais pas sans subvention quand même. Quand on finançait par clientélisme les associations communautaristes, les associations politisées, qui d'ailleurs prennent systématiquement position pendant les élections. C'est le rôle des associations, bien sûr. L'association des joueurs de flûte, eux, ils interviennent dans le débat politique en disant il ne faut pas voter Front National. Non, je ne crois pas qu'ils le font. En revanche, SOS Racisme, le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, etc., c'est-à-dire les machines à pomper l'argent public, alors eux, il n'y a pas une élection où ils ne viennent pas dire pour qui il faut voter ou pour qui il ne faut pas voter. Et bien dans ces cas-là, ce ne sont pas des associations, ce sont des partis politiques et ils ne peuvent pas réclamer des subventions publiques. Ils n'ont qu'à être régis par les règles des partis politiques. Et au passage, la transparence qui va aussi avec ce type d'organisation. Vous voyez ça, c'est vraiment du municipal. Quant au front, nous proposons de rendre aux polices municipales, quand elles existent, le soin de faire de la police de proximité. Vous savez pertinemment que si on leur donne cette mission, plutôt que de leur donner la mission de mettre des contraventions, la situation changera beaucoup. Car on sait très bien que dans les villes, en fait, ce sont quelques personnes qui créent la délinquance, quelques familles parfois seulement, et on les connaît très bien, et la municipalité les connaît très bien pour peu qu'elle s'y intéresse. Et là, elle peut agir pour préserver tous les autres habitants des comportements inadmissibles de quelques-uns, de quelques bandes, de quelques familles de délinquants. Mais pour ça, il faut avoir évidemment le courage d'intervenir. Ne pas dépenser l'argent n'importe comment, gérer en bon père de famille. Alors, c'est une expression, ils ne savent tellement pas ce que ça veut dire, ils l'ont retiré du Code civil. Nous, on sait, nous, gérer en bon père de famille, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous tous, vous avez beaucoup de mal à payer vos impôts. De plus en plus de mal. Et que donc cet argent, il vaut beaucoup plus que sa simple valeur. Il vaut les sacrifices que vous avez faits pour pouvoir le payer. Il vaut les efforts. Il vaut le temps que vous avez pris sur votre vie de famille, sur vos hobbies, pour pouvoir payer, verser ce dû à la collectivité communale. Donc il faut le traiter avec un immense respect, cet argent-là. On ne peut pas le dépenser n'importe comment. 20 000 € pour faire un panneau avec marqué « Bonne fête ». Non, parce que c'est la crise ou c'est pas la crise? C'est ça la vraie question. Moi, je ne cesse d'entendre sur les plateaux de télévision des types arriver en disant « Oh là là, c'est la crise, c'est épouvantable, mon Dieu, c'est affreux, les Français souffrent ». Mais pourquoi je ne vois pas cette réalité dans leur gestion communale? Rien. Quand ils arrivent dans leur commune, c'est plus la crise. Alors, on fait des grands projets pharaoniques, on construit des choses gigantesques, des bibliothèques, des piscines, des gares qui ne verront jamais passer de train. Mais si c'est la crise, qu'est-ce que vous faites, vous? Quand c'est la crise, quand vous avez un problème, quand vous avez une période de chômage, ben vous dites, bon ben voilà, toutes les dépenses superflues, les choses qui ne sont pas utiles, eh bien on les reporte à plus tard. Ça, c'est une gestion de bon père de famille. Mais c'est ça qu'on attend aussi d'un maire, c'est de se reconcentrer sur les priorités, sur l'essentiel, sur les vraies préoccupations. Pas sur les choses festives, le papier glacé, pour venir vous expliquer comme le maire il est beau et comme il est gentil. Ça, je pense que vous êtes capable de vous en passer, a priori. Hein? Ce serait sur du papier recyclable que l'information serait tout aussi importante, je crois. Mais ils n'ont plus l'habitude de cela. Ils ne savent d'ailleurs pas ce que économie veut dire. Quand vous êtes dans une instance, quelle qu'elle soit, conseil régional, conseil général, municipalité, ils disent « Ah là, il y a un problème, on manque d'argent. » Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va augmenter les impôts, ou alors on va emprunter. Et là, il y a la petite voix du Front National qui dit « Et faire des économies ?»
Mais c'est un gros mot. Faire des économies, mais quelle horreur! Alors, on alourdit la dette qui s'accumule à la dette nationale. On alourdit les impôts que ne peuvent plus d'ailleurs payer de plus en plus de gens, parce qu'à un moment donné, c'est saturé, quoi. Trop d'impôts tue l'impôt, on dit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là, on a déjà largement dépassé le stade. Vous voyez qu'on peut faire des tas de choses dans une municipalité. Bien sûr, on peut améliorer la sécurité. Bien sûr, on peut améliorer le pouvoir d'achat. D'abord, en baissant les impôts, premièrement, mais deuxièmement, en faisant, comme nous l'avons proposé, des centrales d'achat municipales. Qu'est-ce qui empêche qu'une municipalité puisse acheter auprès d'une centrale d'achat des fournitures scolaires pour que les habitants de la ville puissent avoir des fournitures scolaires qui coûtent moins cher, puisque la municipalité aura acheté en gros. Pourquoi est-ce que ce serait impossible de le faire, par exemple pour le fioul, pour les habitants d'une ville, si ça les intéresse, de pouvoir profiter de cette centrale d'achat? Il y a mille manières d'améliorer la vie des Français, même en situation de crise économique, et même si au niveau de la ville, on ne peut pas agir directement sur la fermeture des frontières, sur le changement de modèle économique, sur la mise en œuvre du patriotisme économique. Il y a mille manières de le faire, mais ils ne le font pas, ils ne le veulent pas, parce que vous n'êtes pas leur clientèle. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ils ont une vision commerciale de la politique. Vous ne faites pas partie de leur clientèle. Donc vous ne les intéressez pas. Et comme ils ne savent plus ce qu'est l'intérêt général, ils accumulent des réponses à des intérêts particuliers, à des intérêts catégoriels. C'est pour ça que vous avez l'impression que la politique n'est jamais faite pour vous. Parce qu'en fait, elle n'est jamais faite pour vous. C'est tout. C'est ça la seule réponse qu'il faut entendre. Les amis, sûreté, impôts, immigration, laïcité, voilà un sujet sur lequel les maires vont à reculons, la défense de la laïcité. Il ne faudrait pas se mettre mal avec une clientèle. Tous ces sujets-là, nous allons les aborder dans cette élection, mais au-delà de tous ces programmes, qui sont des programmes, encore une fois, de bon sens. Notre pays a un ennemi. Aujourd'hui, plus que peut-être tous les autres, c'est le temps qui passe. Je le dis souvent, tic-tac, 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 chaque jour qui passe, des entreprises ferment. Chaque jour qui passe, des gens vont à Pôle emploi. Chaque jour qui passe, des chômeurs deviennent des chômeurs de longue durée. Chaque jour qui passe, des savoir-faire se perdent. Chaque jour qui passe, des artisans ferment boutique. Chaque jour qui passe, l'école remet dans la vie civile des enfants qui n'ont pas appris ni correctement à lire, ni correctement à écrire, ni correctement à compter. Chaque jour qui passe, des victimes de délinquants ou de criminels ont le sentiment d'être traités eux aussi comme des sous-citoyens dans leur propre pays. Chaque jour qui passe, nous perdons de notre substance. Chaque jour qui passe s'affaiblit ce qui fait l'identité de la France. S'affaiblit ces valeurs auxquelles nous sommes tellement attachés, les valeurs de la République française. Alors, merci. Alors il n'est plus temps d'attendre. Et chaque élection a sa spécificité. Mais à partir de maintenant, chaque élection a son importance. Il ne s'agit plus de dire « je vais voter là, à telle élection, puis voter ailleurs, à telle autre ». Maintenant, à chaque élection, il faut que ceux qui nous ont gouvernés entendent la colère du peuple français. Entendent que ça n'est pas ça que nous voulons. Regardez les sondages qui sont faits, et j'en terminerai par là. Majoritairement, les Français pensent qu'il y a trop d'immigrants en France. Majoritairement, ils sont inquiets de l'islamisation de notre pays. Majoritairement, ils ne se sentent plus en France chez eux. Majoritairement, ils sont pour un protectionnisme intelligent. Majoritairement, ils sont pour un patriotisme économique. Majoritairement, ils veulent que l'argent public, au travers des marchés publics, bénéficie aux entreprises françaises et qu'on arrête d'acheter des scooters de la Poste à Taïwan ou faire fabriquer les chaussures de l'armée en Tunisie. Majoritairement, ils regrettent les valeurs qu'ils appellent, eux, les valeurs de l'ancien temps, mais qui sont juste les valeurs éternelles de la France.
Majoritairement, ils ont peur de l'avenir. Majoritairement, ils pensent que la situation va aller de plus en plus mal. Alors, pourquoi, depuis si longtemps, ceux qui nous gouvernent mènent une politique exactement contraire à celle que veulent les Français? Est-ce que ça peut durer longtemps? Est-ce que 2005, on va laisser ça comme ça impuni? Quand le peuple français a dit non à 55% et que par une forfaiture inouïe, l'UMP et le PS, main dans la main, députés et sénateurs, ont voté une constitution européenne que le peuple français avait rejetée. Combien de temps va durer ce hold-up de la volonté du peuple français sur son propre destin, sur son propre avenir? Alors il s'agit de lui maintenant, de ce peuple. Il s'agit de sa volonté de s'en sortir. Il s'agit de sa volonté de redresser la tête, de retrouver la fierté d'être français en France, la fierté de notre culture, de notre identité. C'est avec lui qu'on va reconstruire l'économie, c'est avec lui que nous allons réindustrialiser le pays. Et c'est lui que nous attendons aux élections municipales. Oh, bien sûr, dans toutes les villes de France, on ne pourra pas avoir la chance de voter Front National. Bien sûr, nous partons de rien. Bien sûr, nous sommes David contre Goliath. Mais quand même, avec l'effort de nos candidats, avec ces 15 000 Français qui seront sur les listes au municipal, nous arriverons à être présents dans une ville sur deux de plus de 10 000 habitants. C'est déjà un effort surhumain que nous avons réussi à faire pour changer les choses. Bien sûr, nous avons la possibilité aux Européennes d'arriver en tête, pour peu que les patriotes se déplacent et qu'ils envisagent que quand on est patriote, voter n'est pas un droit, voter est un devoir. Alors nous allons créer le choc politique salutaire qui va arracher notre pays à la torpeur, qui va arracher notre pays à la fatalité, qui va arracher notre pays à la désespérance, la même probablement qui frappait notre pays avant qu'arrive Jeanne d'Arc. Il est là le message de Jeanne d'Arc, et c'est pour ça qu'elle est notre figure. Parce que jamais dans l'histoire de France, jamais, nous ne nous sommes retrouvés aussi proches de la situation dans laquelle était notre pays quand Jeanne d'Arc est venue le sauver. Jamais, à aucun moment, même au moment des guerres, ni la première ni la deuxième, nous avons à ce point perdu la souveraineté de notre pays, c'est-à-dire notre liberté de peuple. Eh bien, c'est au même sursaut vital que je vous appelle. Il y a, parce que vous êtes Français, en chacun de vous, un peu de cette petite Jeanne. Il y a en chacun de vous, parce que vous êtes Français, un peu de ce courage, un peu de cette parcelle de génie. Il y a en chacun de vous cet immense amour de notre nation et le désir de ne pas regarder passer l'histoire en se disant ouais, il y a un moment donné où on aurait pu agir et puis on ne l'a pas fait. On est resté spectateur du désastre annoncé. Eh bien, mes chers amis, c'est à cela que je vous appelle, rien de moins que la renaissance de notre pays. Alors, vive Reims, vive le Front National et vive la France!